Taniguchi a écrit ce manga après la mort de son chien, qui l'a totalement bouleversé. Et donc quand je l'ai rencontré, il nous a dit « La seule chose que je vous demanderai, c'est de garder la séquence où le chien reconnaît son maître dans le corps de ce jeune homme avec sa fille à côté. » Zelda, laisse le monsieur tranquille. Ce sont les gens de Repacorp qui sont venus me voir en compagnie d'une scénariste qui s'appelle Frédéric Moreau, avec qui j'avais déjà écrit un film qui s'appelait Cortex, en me disant bah tiens, voilà, est-ce que tu connais Taniguchi, est-ce que tu connais ce manga? Non, je ne connaissais pas du tout, j'avais pas du tout la culture, on va dire roman graphique japonais, comme on dit. À partir de là, il a fallu écrire une note d'intention pour Taniguchi, pour qu'il accepte. Donc on a écrit avec Frédéric Moreau, on a écrit un texte de 2 pages et demie, très précis. Le film ressemble vraiment à ces 2 pages, de comment je voyais ce film. Et on lui a envoyé, ça a pris 2 ans. Et puis un jour, c'est comme une sorte de bouteille à la mer, il nous est revenu la réponse de Taniguchi, qui était très enthousiaste sur les 2 pages en question. Là, on est super content. Et là, on reprend le manga et on se dit, bon, maintenant, on va faire le scénario, de toute façon, ça va être facile. Et en fait, on se rend compte que les 150 premières pages du scénario sont superbes, la mise en place est parfaite, et qu'après, il n'y a plus tellement d'histoire. Et beaucoup de thématiques. La maladie, l'adoption. Et dans toutes ces thématiques, il y en avait une qui était sous-jacente un tout petit peu, qui était l'épuisement au travail. De quelqu'un qui délaisse sa famille parce qu'il s'épuise à son travail. Et c'était une des choses qui me touchait le plus, c'est de dire quand même cette idée géniale qu'il y a dans ce manga, qui est quelqu'un qui va mourir, qui sait qu'il est mort, et qui a le temps de revenir pour dire au revoir. Et je me suis dit, tiens, cette idée d'épuisement au travail devient passionnante à traiter comme ça. Donc je me suis dit, la seconde partie, on va l'axer là-dessus. Papa, tu rentres quand? Maman dit que je dois aller au lit maintenant. Elle me dit que tu lui as promis une histoire ce matin et elle veut pas aller se coucher. C'est vrai? Quand vous écrivez vos histoires, vous n'êtes jamais vraiment certain de la qualité de votre idée. Même si vous avez un producteur qui est enchanté, des acteurs qui ont envie de jouer, ce que vous voulez, au fond, vous vous dites, mais jusqu'où va la portée émotionnelle de cette idée que j'ai eue? Là, la différence, c'est que je lis ce manga, il me bouleverse. Mon travail, c'est d'essayer de faire le maximum pour que l'émotion que j'ai ressentie, je la retraduise. Donc à partir de là, quand j'ai commencé à parler avec les gens d'Arte, je leur ai dit, vous savez, moi je suis metteur en scène de cinéma, c'est la première fois que je fais de la télé, en plus de faire une commande. Donc je ne peux pas vous faire un téléfilm. Je n'ai rien contre les téléfilms, mais je ne sais pas faire à 2 caméras. Je ne peux pas dire ça un style, ça serait prétentieux, mais je fais mes films à ma façon. Et ça s'est traduit par exemple très simplement, c'est que dès le départ, ils m'ont dit sur le casting, quand est-ce qu'on voit les essais? J'ai dit, mais je ne fais jamais d'essais. Ah oui, mais là, il faudra en faire. Je dis, mais je ne sais pas en faire. Je vais vous les faire mal, ça ne va pas marcher. Je ne sais pas que je veux cacher mes comédiens, je n'ai rien contre le fait de discuter artistiquement, mais je ne peux pas faire des méthodes que je ne fais jamais. Du coup, j'ai fait la liste des acteurs que j'avais dirigés. Je me suis rendu compte qu'avec les films, au fur et à mesure, ça faisait une belle liste, en fait. Et donc, les uns après les autres, j'ai dit, vous savez, j'ai déjà travaillé avec tel. Le premier rôle qui a fait du jardin, important, c'est un convoyeur. Je dis, voilà, à part ça, je ne peux pas vous dire autre chose, il faut me faire confiance. Et à partir de là, sur le découpage, c'était la même chose. Dès qu'ils ont vu les premiers rushs, ils m'ont dit, mais vous ne vous couvrez pas? J'ai dit, non, je ne me couvre jamais. Ah bon, donc le montage va être fait à partir du matériau très, très direct, puisque moi je tourne un plan, et puis un plan il raccorde avec le 2, puis le 2 il raccorde avec le 3. C'est comme ça que je tourne. Si j'invente une autre façon de le faire, je vais le faire mal, je ne saurais pas le faire. Et tout le temps, je leur disais, mais sinon, si vous avez un problème, je peux comprendre, mais je vous promets, c'est sans aucune agressivité, je vous laisse le scénario et vous prenez quelqu'un qui sait faire de la télé. Et donc, après, une fois qu'on part sur Taniguchi, Taniguchi, c'est tellement un rapport au cadre tellement précis, et très inspiré par Ozu en plus, et un rapport à l'espace tellement passionnant. Il fait des raccords, il passe d'un très très gros plan à un plan très large, que si on doit le ramener vers une syntaxe un peu pépère, c'est-à-dire de faire du chant contre chant, du master shot et tout ça, on tue l'essence même de ce qui rend son travail fascinant. Alors après, la grande différence, c'est qu'il a une capacité dans ses mangas à arrêter le temps. Mais lui, pour arrêter le temps, il fait 8, 9, 10, 12 cases. Un ciel radio, j'ai compté, il y a à peu près 8 cases par page. Le manga fait 300 pages. Ça fera un film de 2400 plans. Donc je me suis dit, si je veux retrouver l'essence de son rapport à l'espace-temps, moi, il faut que je ralentisse au contraire et je me mette totalement au service des caractères, de l'espace, et que je ne cherche pas à faire le mariole, à faire des plans qui soient spectaculaires et tout. Ce serait contre-productif, ça serait contre même l'essence de ce que je suis en train d'adapter. Et Léo, t'as vu ta vie défiler devant toi? Bon, on peut parler d'autre chose? Et le fameux long tunnel blanc, tu l'as vu? Ah, mais suis un peu, il vient de te dire qu'il a tout oublié.
Moi, j'y crois pas. Au long tunnel blanc. C'est ton cerveau qui t'envoie des trucs, quoi. Taniguchi était shintoïste. Donc lui, la mort, c'est un passage. Les esprits sont parmi nous, il y a des esprits dans les lampes, des esprits dans le vent, des esprits dans les feuilles, des esprits dans les pierres, des esprits dans les chiens, il y a des esprits partout dans le shintoïsme. Donc pour lui, la mort, voilà, et dans la culture japonaise, les fantômes sont là, sont présents en permanence, c'est quelque chose de très, très présent. Donc la question, c'était ça, c'est-à-dire comment faire pour traduire ça dans notre monde. Donc je me suis dit, il faut que je le fasse beaucoup plus rare. Donc du coup, j'ai pensé à Tourneur, à Jacques Tourneur, en me disant, tiens, plus c'est rare et plus c'est hors champ, et plus finalement ça crée du fantastique. Et après, sur leur concrétisation, je me suis dit, je ne vais pas avoir énormément d'argent, c'est Arte. J'ai pensé Fritz Lang, Lilium, le Testament du Dr Mabuse, les fantômes au double passe. Moi, ils me hantent encore. Le Testament du Dr Mabuse, quand le Dr Mabuse se lève et vient prendre la place dans le corps du docteur de la visite psychiatrique, c'est des images qui sont pour moi séminales, j'ai envie de dire. Donc je me suis dit, j'ai aucun problème. C'est ce que j'avais vendu à Taniguchi dans la page d'intention. Je lui avais dit, je ne vais pas faire des effets spéciaux hyper spectaculaires. Je vais revenir au cinéma expressionniste allemand et au fantôme double passe très simple. Et voilà. Après, je l'ai fait muet parce que le faire parler, au Japon, ça marche. Ici, ça n'aurait pas marché. Si le fantôme s'était mis à articuler des phrases, c'était foutu, quoi. Arriver à faire croire que dans le corps de Léo Legrand, 20 ans, grand, beau comme un dieu, il y a Dimitri Storoj, l'âme de Dimitri Storoj, 40 ans, d'un physique plus nerveux et très différent. C'était tout l'enjeu. Mais ce qui était passionnant, c'est que c'est un vrai enjeu de cinéma. Il n'y a que le cinéma qui peut essayer de faire ce genre de choses, parce que dans le manga, le fantôme est tout le temps dessiné, je veux dire, et il y a une voix off permanente. C'est-à-dire qu'il y a la voix off du fantôme qui lui parle. Et je me dis, en littérature, c'est une chose qu'on ne peut pas faire. En peinture, on ne pourrait pas. C'est un enjeu de cinéma. J'avais une seule référence qui me faisait dire ça peut marcher, c'est le Face-Off de John Woo. Nicolas Cage, via une machine de science-fiction, se retrouve dans le corps de Travolta. Et c'est un film qui marchait. Et pourtant, c'était deux grandes stars à l'époque. C'est-à-dire qu'on regardait Travolta et on pensait que c'était Nicolas Cage qui était à l'intérieur et inversement. Et pour les acteurs, du coup, très tôt, je leur dis c'est intéressant pour vous, vous devez créer un personnage qui est entre vous. C'est-à-dire vous êtes tous les deux premiers rôles. Donc ils se sont beaucoup vus, ils ont échangé et ils ont créé une forme à partir d'une démarche, j'ai dit voyez-vous au maximum, et ils se sont piqués des gestes. Ils ont créé une forme de personnage auquel tous les deux se sont identifiés en fait. Sur ce film-là, maintenant je fais ça sur les castings en fait. C'est-à-dire que je dis au directeur de casting, voilà, je vais te parler du film, je vais te parler de chaque rôle, énormément. Et puis tu vois autant de gens que tu veux, tu fais des essais, pas d'essais, je m'en fous, mais tu m'en présentes qu'un par rôle. C'est-à-dire la traduction avec ta sensibilité de tout ce que je te raconte. Ce qui évite de faire si je le fais moi, finalement, c'est trop maniaque. Donc là, les gens que j'ai vus, et Elodie Demel est assistée au casting, m'a amené, elle fait du 100%, c'est-à-dire que tous les acteurs qu'elle m'a présentés, c'est les seuls que j'ai rencontrés. Léo Legrand, il est rentré dans le bureau, je me suis dit, bah oui, il a raison, c'est lui. Je sais, des fois on sait, des fois on serre la main de l'acteur ou de l'actrice et on sait que c'est bon. Et je savais que c'était lui. Alors ça fait des rendez-vous assez drôles parce que les acteurs arrivent, ils ne le savent pas cette méthode. Donc ils arrivent au rendez-vous et puis ils se demandent comment ça va se passer. Et puis en fait, au fur et à mesure du rendez-vous, je leur parle, je ne m'en rends pas compte, mais je leur parle comme s'ils faisaient le film, puisqu'ils le font. Alors je les vois, du coup ils se disent, mais il est en train de me parler comme si je faisais le film. Et alors je dis, ah ouais, pardon, excuse-moi, oui, non, tu fais le film parce qu'en fait on travaille comme ça, t'es le seul que je rencontre, ah bon, tiens, voilà le scénario. Et déjà là, la joie qui s'exprime là, elle est vachement bien. Il n'y a pas de déçus, il n'y a pas d'acteurs qui repartent chez eux en se disant, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, pourquoi j'ai pas fait la bonne rencontre, j'aurais dû faire ceci ou cela. Et puis l'acteur, il est déjà, le premier rendez-vous, c'est déjà du travail. Donc ça les booste. Donc Léo Legrand était idéal. Et alors, ce qui est très drôle dans ce rendez-vous, c'est qu'une fois que je dis ça, il m'a dit je suis très content, ça sera mon deuxième Taniguchi. Et parce que je lis pas les CV non plus, ça m'intéresse pas. Et en fait, c'était lui qui jouait le rôle principal de Quartier Lointain, l'adaptation de Quartier Lointain, quand il avait 14 ans. Armande Boulanger, qui joue la jeune fille qui jouait Ma, c'est pareil. Vous avez vu, c'est un bon. Enfin, elle est parfaite, elle est irrésistible, cette gamine. Je veux dire, elle rentre dans un bureau, tu sais, bah oui, c'est elle. Marie Kremer, avec sa blondeur et son côté, vous l'avez rencontré, je crois, pour cette émission. Elle est incroyable, elle est shintoïste, sans le savoir, elle. Donc, je veux dire, elle, avec Dimitri, ce côté très intense qu'il avait, ça faisait un couple merveilleux. C'est-à-dire que Elodie avait raison sur toute la ligne. Donc, pour le coup, comment je les ai choisis, comment les a choisis Elodie, en fonction de ce que je lui ai dit.
Dès le début, dans les 2 pages que j'ai envoyées à Taniguchi, j'avais dit voilà, il y aura beaucoup de nappes à la Brian Eno. Et quand je l'ai rencontré, il m'a dit ça c'est très bien tombé parce que j'écoute Brian Eno quand je dessine. Donc il y avait beaucoup de rencontres comme ça. Sur le graphisme, je lui avais dit voilà, pour essayer de lui dire voilà, pour vous le traduire, je pense qu'on va aller dans le Nord et on va travailler sur un principe de ligne claire à la RG. D'où le choix du Nord, parce que RG était belge. Hein. Et quand je l'ai rencontré, il m'a dit ça m'a beaucoup touché parce que c'est en lisant Tintin que j'ai envie de faire ce métier. Donc je veux dire, c'était plein de choses qui disaient oui, on ne se trompe pas dans la façon dont on veut visualiser cette histoire, quoi. Donc voilà, donc la musique c'était cette base de nappes. Et comme souvent avec Rob, il m'a livré des nappes sans avoir vu le film. Et puis j'ai commencé à les coller, et puis il y en avait qui marchaient très bien. Et après on a affiné. Voilà. En télé, tout est divisé par 2 en fait. C'est ça la base. C'est-à-dire que là où vous tournez 8 semaines, vous tournez 20 jours. Là où vous avez 1 mois de mixage, vous avez 4 jours. Là, donc c'est divisé par beaucoup plus. Et je me suis dit dès le départ, si j'essaye de faire un mixage de cinéma en 4 jours, ça va être tout nul. Et j'ai dit tout de suite au monteur son, je dis voilà, quand tu mets du vent, tu mets que du vent. C'est-à-dire que le plan, il est vent. Il n'est pas vent plus les oiseaux au loin, plus sont un peu réalistes. C'est pas réaliste. Il y a 3 sons par plan quasiment. Il y a très peu, puis des fois c'est un peu plus riche quand il y a les scènes un peu fantastiques et des glissements à faire, mais globalement, on a fait des parties pris à chaque fois, en fait, voilà. J'aurais voulu faire ce film au cinéma, je ne sais pas si j'aurais trouvé le budget, vu l'histoire, vu les temps qui courent actuellement, vu le niveau de la production française, on cherche des grosses comédies, des machins. Et si tant est que j'avais eu du budget, imaginons que j'ai eu le double de budget, je pense que ça serait revenu au même. Il aurait mécaniquement coûté le double, mais je ne pense pas que le résultat aurait été différent, première chose. Et la seconde, c'est qu'il serait sorti peut-être dans 8 salles, et il aurait disparu. Parce que aujourd'hui, les gens, tout ce qui est un peu sophistiqué en salle, ça passe pas très bien en ce moment. Arte, j'imagine pas les audiences, mais imaginons 500 000 personnes, 500 000 entrées en salle aujourd'hui pour les faire, c'est énorme. Avec un ciel radio, vous faites pas 500 000 entrées, c'est pas vrai, il n'y a pas de vedette, il y a pas de... C'est un trop petit film. Donc je suis très très heureux, moi, du début à la fin de cette histoire. Pour finir La Rochelle, en plus, je trouve ça formidable.